Madame, monsieur, bienvenue dans le futur. Et oui, cette semaine, C'est un monde prend des airs de science-fiction puisque l'intelligence artificielle est à l'honneur. Alors, quels sont les pays à la pointe de la technologie? À quoi ressemblent les robots conçus pour transformer, changer notre quotidien? Et quels sont les atouts et les inconvénients, s'il vous plaît, d'une telle innovation? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et vous le savez, en raison du décalage horaire, bien sûr, avec certains d'entre eux, eh bien, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Leur intelligence est loin d'être artificielle. Voici donc nos cerveaux du jour. Arnaud Biguet, qui nous donne rendez-vous en Chine, il fallait s'y attendre. Franck Genozo, que l'on rejoindra en Israël. Nicolas Bertrand, qui a fait le déplacement à Singapour. Et enfin, Arnaud Comte, qui, lui, nous attend au Royaume-Uni. Alors, pour le premier portrait robot, nous partons en Chine, un pays qui compte bien se démarquer dans cette course effrénée à l'intelligence artificielle. Bonjour, Arnaud. De l'empire du milieu à l'empire des robots, il n'y a qu'un pas franchi apparemment, puisque le Made in China prend du galon, on dirait, en ce moment. Oui, tout à fait. Bonjour Laurent. On assimile toujours la Chine à des produits bas de gamme, le Made in China, à tort. Aujourd'hui, l'Atelier du Monde veut devenir le numéro 1 en matière de robotisation et d'intelligence artificielle et rivaliser avec les géants de la haute technologie. On pense souvent aux États-Unis, bien sûr, mais au Japon, mais l'autre pays de l'intelligence artificielle et de la robotisation, c'est bien aujourd'hui la Chine. Et la Chine se donne les moyens parce que l'État chinois en a décidé ainsi. Tenez-vous bien, ces 10 dernières années, une augmentation de 900% en matière de recherche et de développement, un budget considérable, 350 milliards d'euros, c'est plus que tout le monde, sera dépensé en matière de haute technologie dans les 10 prochaines années. Et puis la Chine forme des ingénieurs et personne ne peut rivaliser dans ce domaine avec elle. L'intelligence artificielle, la robotisation pénètre tous les domaines. Il y a bien sûr des caméras de surveillance, vous allez le voir, elles sont partout en Chine, mais des domaines beaucoup plus inattendus. Le petit écran, par exemple, il y a déjà en Chine, et ils vont rivaliser, ils le font déjà avec vous et moi, des présentateurs et des journalistes virtuels, comme vous allez le voir dans ce reportage de Justine Jankowski. En Chine, voici à quoi devrait ressembler le futur de l'info. Bonjour, je suis une intelligence artificielle. C'est mon premier jour à l'agence de presse Xinhua. J'ai été créé sur le modèle d'un vrai présentateur. Mais moi, je ne prendrai jamais de vacances. Les premiers présentateurs virtuels au monde, bientôt au travail 24 heures sur 24. Dans les postes de télé, mais pas seulement. En Chine, l'intelligence artificielle est partout. À la banque, ou pour retirer de l'argent désormais, seul un visage suffit. Démonstration. Jusque dans les toilettes publiques, pour limiter la consommation de papier toilette, et même dans certains supermarchés, comme celui-ci à Pékin. Ici, pas de caissière et pas besoin de portefeuille. Vous voyez là, le code de mon compte est lié avec le visage. Je scanne mon code et avec la reconnaissance faciale, le système me reconnaît automatiquement. Une fois entré, le client peut choisir parmi tous ses produits. Tous sont équipés d'une puce. Dans le supermarché, les mouvements des clients sont capturés par les caméras de l'intérieur. Grâce à ces images, on peut analyser et comprendre quels sont les produits les plus vendus. Et ainsi mieux connaître le goût des consommateurs. Influencer les modes de consommation, mais pas seulement. La Chine ambitionne de devenir numéro 1 en matière d'intelligence artificielle d'ici 2030. Et voici ce qui l'intéresse en priorité. Le contrôle des citoyens, officiellement pour leur sécurité. Un visage peut immédiatement être identifié. Derrière cet œil céleste, comme on l'appelle ici, cette start-up. 6 ans d'existence et de bons et loyaux services auprès de la police et d'entreprises privées. Des logiciels d'identification qui attirent les visiteurs. Aujourd'hui, la technologie se développe très rapidement. La reconnaissance faciale, la reconnaissance de l'iris ou par l'empreinte digitale. Tout ça a pénétré notre vie quotidienne. Je trouve que l'intelligence artificielle facilite la vie. De toute façon,
On vit aujourd'hui dans une société où l'on ne peut rien cacher. Et ça, l'entreprise l'a bien compris. Avec ce logiciel, on peut voir si un visage correspond à un visage enregistré dans la base de données des fugitifs. Statistiquement, ce système peut faire une erreur sur 100 000, alors qu'un être humain fait une erreur pour 1000. En Chine, le système est quasi infaillible. Le virtuel est désormais en passe de contrôler les humains. Oui, on l'a vu, hein, des toilettes jusqu'au plateau télévision, et j'ai rien contre, hein, personnellement. Arnaud, la robotisation en Chine prend effectivement différentes formes et c'est surtout immiscé absolument partout. Oui, Laurent, robotisation, intelligence artificielle a pénétré tous les domaines de la société. C'est le pays où il y a des caméras partout. 400 millions de caméras seront installées d'ici 2025. C'est absolument effrayant. C'est le pays de Big Brother. La caméra peut reconnaître un Chinois parmi 1,4 milliard de personnes en une seconde. C'est absolument effrayant et absolument imparable. Ça, ce sont pour des raisons de sécurité. Mais le président chinois, Xi Jinping, qui fait de la robotisation et de l'intelligence artificielle une priorité, c'est dans le fameux plan quinquennal qui s'appelle le Made in China 2025. L'idée est de remplacer par des robots ou par de l'intelligence artificielle dans tous les domaines possibles, sans se poser plus de questions que cela. Ça vaut dans les usines pour remplacer des ouvriers, parce qu'il y a aussi une population vieillissante, une main-d'œuvre qui coûte de plus en plus cher et un manque de main-d'œuvre aussi évident en Chine dans les années à venir. Ça vaut dans une salle de tribunal où aujourd'hui vous avez un robot qui assiste un juge à prendre des décisions. Vous avez même un ordinateur qui siège au conseil d'administration d'une grande entreprise à Hong Kong. Donc l'intelligence artificielle est désormais partout. Excusez-moi Arnaud, mais la liberté, là, elle en prend un sacré coup, non ? Et comment les Chinois vivent cette situation ? Ce sont des questions fondamentales, la vie privée, les libertés individuelles, mais les Chinois n'ont pas vraiment le choix, même si l'État met en avant les questions de sécurité. Ici, personne ne se pose vraiment la question. Désormais, les Chinois grandissent avec. Vous savez, désormais, il y a des caméras de surveillance, des caméras intelligentes qui ont été installées dans des écoles. Dans une école, il y a 3 caméras au-dessus du tableau qui assistent le professeur et tout manque d'inattention, une tête qui se tourne, qui n'écoute plus le professeur est détecté et ça alerte le prof de ce manque d'inattention. Donc, on grandit avec. Il y a quelques voix dissonantes, bien sûr, des dissidents qui parlent de cet œil céleste et qui disent que nous entrons dans une ère de totalitarisme numérique. Mais en Chine, aujourd'hui, c'est un fait, il y a des caméras partout qui surveillent tout le monde. C'est la plus grande base de données de visage et de données biométriques. Et ici, on se dit que de toute façon, c'est comme ça et on ne peut pas faire grand-chose contre. C'est ça, et dire, mon bon monsieur, qu'on n'est pas au bout de cette longue marche. Merci en tous les cas, Arnaud. Merci beaucoup et à très bientôt. Le voyage, notre voyage, votre voyage se poursuit en Israël où nous attend Franck Genozo. Bonjour Franck. Vous nous présentez ce matin une vraie prouesse technologique qui fait appel à l'intelligence artificielle. Son but, permettre à des personnes handicapées de remarcher. Oui, bonjour Laurent, et vous connaissez certainement la célèbre injonction « Lève-toi et marche ». Eh bien, près de 2000 ans après le miracle qui aurait été, dit-on, accompli ici à Jérusalem par Jésus, eh bien, il n'y a rien de divin dans ce que je vais vous raconter. On parle cette fois de science, on parle de technologie, on parle de cette société israélienne qui promet aux personnes qui ont perdu l'usage de leurs jambes de remarcher grâce à un exosquelette. Vous savez, ce sont ces harnais technologiques qui vont leur être installés dans le bas du dos et au niveau des jambes et qui vont leur permettre de façon relativement intuitive de recommencer à faire quelques pas, même si cela prend beaucoup d'efforts et de détermination, comme vous allez le voir dans ce reportage créé et préparé pour vous par Jonah Messina, Maxime Pérez et Offset Nalbandian. En Israël, une technologie est en passe de changer la vie de millions d'handicapés dans le monde. Dans la banlieue de Tel Aviv, cet hôpital abrite un centre d'expérimentation pour des patients ayant perdu l'usage de leurs jambes. C'est le cas de Jonathan, grièvement blessé en 2009 dans un attentat contre un bar homosexuel. Allez, on passe sur la machine. Depuis quelques mois, ce jeune homme de 24 ans tente d'abandonner son fauteuil pour cette combinaison motorisée qu'on appelle dans le jargon scientifique un exosquelette. Super, passe ton pied maintenant.
Fais encore un petit effort. Apprivoiser cet attirail d'une vingtaine de kilos ne prend que quelques minutes. Le temps d'ajuster ses capteurs au niveau des hanches et des genoux. En une simple propulsion, Jonathan se retrouve debout. Attends, je te stabilise. Ah, je te pensais plus petit que ça. Non, c'est toi qui as grandi. C'est une montre qui permet d'enclencher ce modèle d'exosquelette. Allez, on attaque. L'apprentissage est douloureux, car Jonathan doit d'abord parvenir à retrouver l'équilibre. Mais la sensation de pouvoir remarcher vaut bien tous les efforts consentis. Ah, mes muscles me font mal. Je tremble parce que ça fait longtemps que je n'avais pas de tenue sur mes jambes. Mais quelle sensation de liberté. Venu comme toujours le soutenir, sa mère immortalise l'événement, émue de voir son fils refaire ses premiers pas. Moi, je suis heureuse et j'aimerais qu'il marche pour qu'il le soit lui aussi. Même si la route est encore longue, Jonathan a le sourire. Cet espoir retrouvé, il le doit à cette entreprise israélienne dont la technologie mise au point est presque sans équivalent au monde. Voici notre laboratoire. C'est là que nous développons nos machines. Des recherches toujours plus audacieuses qui ont permis d'élargir la gamme d'exosquelettes que propose cette entreprise, comme ce robot, conçu pour les personnes partiellement paralysées après un AVC. Nous avons intégré ici des algorithmes d'intelligence artificielle. Ils vont enregistrer les mouvements de la jambe qui n'a pas été touchée pour les reproduire sur celle qui ne fonctionne plus. La société compte aujourd'hui des clients de taille, comme l'armée américaine, qui s'apprête à adopter ce robot pour ses dizaines de milliers de blessés de guerre. Une catégorie à laquelle appartient cet ancien officier de l'armée israélienne, blessé au combat. Après 20 ans passés sur un fauteuil roulant, il a enfin repris possession de ses moyens. Je peux à peu près tout faire. Accéder aux armoires même les plus hautes, me servir à boire. Se déplacer, conduire un véhicule, tout devient à présent plus facile pour lui. Même commander un sandwich au comptoir d'un restaurant. Voilà, je peux enfin voir ce que je mange. La vie normale ou presque, sans avoir plus à affronter le regard des autres. Ce robot m'a redonné confiance en moi. Personne n'imagine ce qu'on peut endurer sur une chaise roulante. Et le voici lors de ses dernières vacances en Inde, un touriste comme un autre, qui profite du bonheur simple, celui de marcher. Très impressionnant, Franck. J'imagine que cette révolution technologique a évidemment un coût. Oui, Laurent, ça coûte cher et même très cher, pas moins de 80 000 € pièce. Voilà qui explique sans doute que ne se soit vendu pour l'instant que 500 exemplaires à travers le monde, essentiellement à d'anciens combattants comme ce soldat que vous avez vu à la fin du sujet et dont l'équipement a été payé par l'armée israélienne. L'armée américaine, elle aussi, équipera très bientôt plusieurs milliers de ces anciens combattants blessés de cet exosquelette qui leur permettra de regagner en autonomie. Une technologie qui est déjà utilisée en France, Arnaud ? Franck ? Oui, tout à fait. Elle est déjà utilisée, notamment dans la région bordelaise. Il y a un jeune Bordelais dont vous allez découvrir les premières images qui se forment actuellement à l'utilisation de cet exosquelette. Alors, il ne lui est pour l'instant que prêté et justement parce que ça coûte très cher, il a lancé une demande de cagnotte participative sur Internet. D'autres personnes en France, notamment du côté de Lorient, seront formées à partir du début de l'année 2019. Et puis, sachez enfin que selon nos informations, des compagnies d'assurance françaises réfléchissent très sérieusement à rembourser cet équipement, notamment dans un cas de figure précis, celui de victimes d'accidents de la route provoqués par des chauffards. Merci beaucoup, Franck. Je dis bien Franck, mais Arnaud n'est pas très loin, pour toutes les informations et bien sûr, à très bientôt. Allez, pour la suite de notre périple, nous partons maintenant à Singapour, qui connaît l'une des plus grandes densités de robots au monde. Bonjour, Nicolas. 10 000 employés pour 400 robots. Un chiffre qui donne quand même le tournis et qui s'expliquerait par le vieillissement de la population.
Oui, exactement. Bonjour Laurent. À Singapour, le taux de natalité est parmi les plus faibles au monde et donc la population est extrêmement vieillissante, ce qui est catastrophique pour l'économie. À Singapour, il n'est pas rare de croiser un garçon de café ou un chauffeur de taxi qui a 70 voire 75 ans. Alors, comment remédier à ce problème? Eh bien, les autorités ont misé sur les robots, que ce soit dans les écoles, dans les hôpitaux ou même dans les hôtels. Guillaume Marc est parti à leur rencontre et ce n'est pas de la science-fiction. Regardez. Depuis 2 ans, les employés de cet hôtel ont un nouveau collègue. Il s'appelle Robbie et c'est un robot. Sans assistance, il peut se diriger dans les couloirs jusqu'à l'ascenseur qu'il sait prendre tout seul. En quelques minutes, le linge de chambre est livré dans les étages. Il faut envoyer ce chariot au 14e étage. On va demander à Robbie de le monter. Grâce à ce système, l'hôtel économise l'équivalent de 3 temps pleins. Pourtant, la direction assure ne pas vouloir licencier. À Singapour, la population vieillit et la main-d'œuvre est rare dans ce secteur d'activité. Ces robots permettent surtout de dégager du temps aux employés. On leur demande de faire d'autres choses, de fournir un meilleur service aux clients ou de nettoyer les chambres plus vite pour que dès que l'une d'entre elles se libère, on puisse la remettre en vente rapidement. Chacun de ces robots a coûté plus de 100 000 € à l'hôtel. Une somme conséquente mais subventionnée à 70% par le gouvernement de Singapour, bien décidé à robotiser son économie coûte que coûte. Une 4e révolution industrielle, comme l'appellent déjà certains, qui se dessine dans des universités comme celle-ci. Là, vous avez un humanoïde. Avec ses 2 bras, il a été conçu pour servir sous des chaînes de production et assembler de l'électronique. Ces machines doivent révolutionner le monde du travail, comme ce robot qui rentre tout juste de voyage. Il vient d'être présenté à l'entreprise Amazon. Quand il est en marche, grâce à des caméras au-dessus, le robot peut reconnaître que ça, c'est un livre, et ça, une éponge. Les 2 bras marcheront ensemble pour attraper et déposer le bon objet au bon endroit. Et à l'avenir, c'est peut-être comme cela que seront dispatchées les commandes. Et voici l'autre projet du Dr Wong. Mon nom est Edgar et c'est un plaisir de vous voir. D'abord conçu pour communiquer, Edgar pourrait bientôt travailler lui aussi, aider de ses bras et de ses mains articulées. Il pourrait, par exemple, porter vos courses jusqu'à votre voiture. Bien sûr, ça ne sera jamais un humain. Mais il pourra aider l'homme dans les tâches les plus ennuyeuses. Edgar pourrait être commercialisé dans moins de 2 ans, à la réception d'un hôtel par exemple. À l'autre bout de la ville, cette compagnie d'assurance a elle déjà sauté le pas. Voici Nadine, un humanoïde plus vrai que nature. Bonjour, comment puis-je vous aider? C'est pourtant bel et bien un robot, l'avatar de sa créatrice, la professeure Nadia Talman. Elle aide les clients à souscrire des polices d'assurance. Elle peut se rappeler des gens. Si vous revenez, si votre visage est bien en face d'elle, elle vous reconnaîtra et pourra même se souvenir de votre dernière conversation. Bientôt, Nadine pourrait se servir de ses mains et tenir des objets, comme un téléphone ou une feuille de papier, pour ressembler encore un peu plus à une employée comme les autres. Très impressionnant, ça fait presque même froid dans le dos. Merci beaucoup Nicolas et à bientôt évidemment. Allez, retour chez nous à présent avec Grégoire Tournon qui nous rejoint. On va resserrer, bonjour Grégoire, les boulons pour être incollables sur l'intelligence artificielle. Pour commencer, comment pourrait-on la définir ? Alors, l'intelligence artificielle ou IA n'est pas une technologie en particulier. En fait, c'est un petit peu compliqué parce que le champ est très vaste, donc faire consensus n'est pas ça. Écoutez-moi bien, c'est la recherche de moyens susceptibles de doter des systèmes informatiques de capacités intellectuelles telles que les nôtres, voilà, comparables à celles d'un être humain. En gros, on veut imiter le fonctionnement de notre propre cerveau. Un simple programme informatique va appliquer des règles. L'intelligence artificielle va être en capacité de penser,
de prendre des décisions par elles-mêmes, d'apprendre, même d'égaler notre propre cerveau. Et de quand ça date, en fait? Alors, dans les années 50, Alan Turing... Déjà? Oui, les années 50. Même ça remonte un petit peu avant. Mais Alan Turing, qui est un chercheur britannique, célèbre pour avoir décrypté le code Enigma des nazis, je vous conseille l'excellent film Imitation Game, Bien sûr. il a mis au point un test, le fameux test de Turing. En fait, un être humain est mis en face d'un autre être humain. Il va interagir avec lui à l'aveugle, puis avec une machine qui est capable de donner des réponses sensées. Et si cet être humain ne reconnaît pas son prochain ni la machine, s'il n'arrive pas à faire la différence, c'est que la machine a gagné. 1956, une date à retenir, il y a une conférence sur le campus d'une université dans le New Hampshire aux États-Unis. Et c'est là qu'on utilise pour la première fois le terme d'intelligence artificielle. Et alors, ils n'étaient que 20 à assister à ce séminaire, mais c'est le début d'une nouvelle science, d'une nouvelle discipline, d'une révolution. 300 000 personnes travaillent aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, 5 300 en France. Alors, on vient de le voir dans les reportages qui viennent d'être diffusés, effectivement, l'intelligence artificielle est partout. Elle menacerait même certains métiers, non? Alors, tous les métiers vont être impactés, vont être touchés de plus ou moins loin par cette intelligence artificielle. Il y en a même qui devraient disparaître dans les années à venir. Ils ont été identifiés par un groupe de recherche, de réflexion. Alors, employés de banque et d'assurance, employés de la comptabilité, secrétaires de bureautique et de direction, caissiers et employés de libre-service, ouvriers de la manutention. Alors, ça concerne 2,1 millions d'actifs en France. Alors, des métiers vont disparaître, d'autres vont apparaître. Ce n'est pas la fin du travail. C'est une mutation. 21 millions d'emplois pourraient être créés grâce à l'intelligence artificielle dans les 20 prochaines années dans le monde. Et le chiffre d'affaires généré par cette IA pourrait être multiplié par 18 en 8 ans. Mais alors, qui est le grand gagnant, finalement, de la course, de cette course à l'intelligence artificielle? Alors, grand gagnant, on verra plus tard. En tout cas, le numéro 1 aujourd'hui. Il faut répondre. Ce sont, non, mais ce sont les États-Unis qui sont en tête de la recherche et développement, avec les géants du web, les fameux GAFA. Ensuite, il y a la Chine. La Chine qui veut devenir le premier centre d'innovation d'ici 2030. Vient ensuite l'Angleterre, il y a le Canada, il y a Israël. Voilà. Donc, ils sont dans le top 5. Nous, on n'y est pas encore. Et la France, justement, on en est où? Non, on n'est pas en tête. Mais on y travaille. Les experts sont formels, on a les talents avec un grand T. En revanche, on n'a pas les larges bases de données, ressources stratégiques pour cette IA. Et l'État appelle les entreprises à mieux valoriser, mutualiser, échanger ces données. Nous allons nous doter en France de 4 groupes, 4 instituts interdisciplinaires de l'intelligence artificielle. Ils seront du côté de Toulouse, de Grenoble, de Nice, de Paris. Et Cédric Villani, qui est mathématicien, qui est député de l'Essonne, a été missionné. Il a remis un rapport en mars dernier sur la stratégie que la France doit adopter pour être au top de l'intelligence artificielle et pour en tirer un maximum de bénéfices économiques. Comme quoi, au sommet de l'État, on prend les choses très au sérieux. Pour finir, Grégoire, est-ce qu'il est légitime finalement d'avoir un petit peu peur de cette intelligence artificielle de temps en temps? Alors la peur de cette machine devenue plus intelligente, sans émotion, c'est un thème récurrent que l'on retrouve dans la science-fiction, à l'image de HAL 9000, le système, l'ordinateur de bord omnipotent pour qui la vie humaine n'a aucun prix, ne vaut strictement rien, dans le film de Stanley Kubrick, de l'espace. Bon, en gros, pour l'instant, l'intelligence artificielle n'a pas pris le dessus, elle n'a pas pris le pouvoir. C'est pas pour demain matin, ça pourrait venir. En tout cas, ça va dépendre de ce que l'on fera. Merci beaucoup, Grégoire. C'était parfait. On peut le débrancher? Merci. Allez, pour la dernière étape, direction maintenant le Royaume-Uni, où la robotisation de la société est véritablement en marche. Bonjour Arnaud. Selon une récente étude, cela aurait effectivement un impact positif sur l'économie outre-Manche. Est-ce que ces robots sont déjà visibles à Londres notamment? Et si oui, où est-ce qu'on peut les rencontrer? Et la réponse est oui, Laurent. D'ailleurs, si vous venez à Londres et que vous arrivez à la gare Saint-Pancras, terminus de l'Eurostar, eh bien, vous pourriez faire la rencontre un peu surprenante d'un petit bonhomme qui s'appelle Pepper et qui vous indique le chemin, qui peut aussi vous indiquer quand vous êtes en partance si votre train est en retard, sur quel quai il se trouve, et il peut aussi vous donner par exemple les bons plans de la ville que vous allez visiter. Si vous allez par exemple à Paris, eh bien il vous indiquera les bonnes adresses de brasserie et les bons plans de sortie. Et puis Pepper est si intelligent qu'il raconte même des histoires aux enfants qui adorent ça. Il répond aux selfies. Il prend la pose quand quelqu'un fait un selfie avec lui. Voilà, Pepper, il est en train de remplacer en quelque sorte les agents qui, depuis des centaines d'années, font ce travail-là. Il y a cet exemple-là et il y en a d'autres. Un supermarché écossais a lui aussi, il y a quelque temps, embauché un robot pour aider ses clients. Quand vous cherchez par exemple la mayonnaise ou les cornichons, il vous indique dans quel rayon, dans quelle direction vous devez aller. Alors cet exemple-là, vous allez le voir dans le reportage, n'a pas été une réussite.
Brexit, mais cela prouve bien que la société britannique, en effet, essaye au maximum d'utiliser ces robots, en tout cas de plus en plus. Laura Calmus et Alice Broga sont allées à la rencontre de ces hommes et de ces femmes. Vous allez le voir, artificiellement intelligents. Dans les gares, au Parlement britannique, dans les supermarchés ou à la maison, les Anglais ont pris l'habitude de les côtoyer. Et à la sortie de l'Eurostar, les touristes petits et grands sont accueillis par ce visage digne d'un film de science-fiction. Hello, je m'appelle Pepper. Un robot bilingue, interactif, au regard perçant et à la voix saccadée mais rassurante. Je peux aussi vous raconter mon histoire. Une histoire? Je m'appelle Pepper, j'ai 320 ans. Oui, je sais, j'ai l'air au moins 100 ans plus jeune. Un robot qui vous raconte des histoires, fait des selfies et qui avant tout est là pour vous aider. World Duty Free is the perfect place to pick up a bottle of... Les clients sont ravis. Il parle aux gens, il donne des informations. C'est bien mieux qu'un téléphone. Avoir affaire à un robot, je trouve ça vraiment excellent. Il comprend très bien ce qu'on dit et puis en plus il bouge avec ses mains. On sent qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle là-dedans. Et que diriez-vous d'un robot qui cuisine chez vous à votre place? Il touille, il verse et fait la vaisselle quand il a fini. Molly pourrait être commercialisé d'ici 1 an et vendu pour quelques dizaines de milliers d'euros. Et à ce prix-là, c'est comme si un chef vous rendait visite tous les soirs. On a étudié, analysé les mouvements du chef cuisinier et on a programmé le robot pour qu'il reproduise exactement les mêmes gestes avec ses bras robotisés. Des robots qui nous assistent au quotidien et qui peut-être demain nous voleront la vedette. Dans cet atelier de l'Est de Londres, chaque robot a un nom et une personnalité. Ringo, le batteur professionnel. Frank, le barman. Et Cynthia, la future journaliste présentatrice. Alors les robots mèneront-ils à l'avenir les interviews à notre place et nous voleront-ils nos emplois? Ce concepteur n'en est pas si sûr. Il est clair qu'à l'avenir, les robots vont remplacer les humains pour de nombreuses tâches, pour les tâches automatiques que les humains ne voudront plus faire notamment. Mais en contrepartie, les robots vont aussi créer de nombreux emplois dans l'industrie. Et même le gouvernement britannique mise aujourd'hui sur la robotique. Il y a quelques semaines, Pepper a fait sa première apparition au Parlement. Le but ? Montrer que les robots ont leur place partout dans la société, y compris pour enseigner. We will need people who can spot ideas and think across traditional sector divides. Et si les robots veulent se prendre pour des humains, il leur faudra accepter toutes les règles et vivre aussi les échecs. Fabio était employé par ce supermarché écossais pour aider et orienter les clients. Il avait parfois du mal à se faire entendre. Il a été licencié pour incompétence. Ouais, ça fait quand même un petit peu film de science-fiction. Ça dit plus sérieusement, pour le Royaume-Uni, on l'a vu, c'est un véritable enjeu, non? Et stratégique, bien sûr. Oui, complètement. Et d'ailleurs, vous allez comprendre en un mot, puisque les politiques britanniques, par exemple, appellent cela la 4e révolution industrielle. Il y a même des études qui ont été faites sur ce sujet. Et je vais vous donner un chiffre qui va vous paraître étonnant. Alors, c'est dans le meilleur des scénarios, mais l'intelligence artificielle et ses robots pourraient doper le PIB du Royaume-Uni de 10%, je dis bien pourrait au conditionnel, en 10 ans à peine. Il y a évidemment
en contrepartie des effets potentiellement pervers, c'est la perte des emplois, on en a parlé. Au Royaume-Uni, cela a été aussi quantifié, 20% potentiellement d'emplois en moins d'ici à 2030. Alors la volonté politique, industrielle, c'est de les utiliser, ces robots, à bon escient pour réaliser des tâches notamment que les humains ne veulent plus faire. Je vais vous citer un exemple, ce sont les agriculteurs. Par exemple, il y a un producteur de confiture ici qui, par crainte des conséquences du Brexit, par crainte d'une pénurie de main-d'œuvre, a notamment demandé à une société d'étudier et de faire un robot capable de ramasser les fraises, car il y a aussi des problèmes de récolte. Ici, il faut savoir qu'au Royaume-Uni, il y a beaucoup de pertes, notamment quand on récolte les fraises, c'est 20%. Et les robots, à l'avenir, eh bien, pourraient remédier à ce problème. Voilà un exemple de l'intelligence artificielle et des usages que le Royaume-Uni pourrait faire dans les années à venir. Oui, justement, dans le futur, Arnaud, est-ce qu'on peut imaginer que ces robots puissent être utilisés dans des domaines que l'on ne soupçonne même pas en ce moment ? Eh bien, demain, c'est peut-être un robot qui vous opérera. Alors, il y a déjà des expériences qui ont été menées dans ce domaine, mais le problème, c'est que les robots étaient trop grands, ça demandait de la place, et surtout, ils ne réagissaient pas à l'imprévu. Eh bien, en ce moment, est expérimenté un robot tout à fait petit, miniaturisé, qui est capable de réagir en fonction de l'imprévu. Par exemple, si on doit couper un tendon, que le tendon est trop dur et qu'il faut forcer sur les ciseaux, eh bien, le robot sera capable de faire ça. Et puis, un dernier exemple qui va peut-être vous faire sourire, mais c'est pour vous montrer que, eh bien, ici, on envisage tout. Il y a des robots qui pourraient être utilisés aussi pour les relations intimes, et ces robots, eh bien, le but c'est qu'ils puissent réagir au toucher, qu'ils puissent réagir aux sensations, et selon ces concepteurs, qu'ils puissent aussi, c'est possible, un soir, vous dire non quand il n'a pas envie. Alors je ne veux pas faire de vilain jeu de mots, mais c'est un monde qu'on n'a pas forcément envie de voir dès demain, contrairement au nôtre de C'est un monde. Merci Arnaud, et continuez à utiliser la force bien sûr, et à très bientôt.